Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Frédéric Tadei. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes notre invité principal ce soir, car vous avez été qualifié par le journal du dimanche du titre d'animateur le plus intelligent de la télévision. Encore plus intelligent que Bertrand Renard des chiffres et des lettres. C'est quand même énorme. Ouais, franchement, dans mes rêves les plus fous, j'espère un jour devenir l'animateur le mieux payé, par exemple. Ah oui, c'est vrai. J'en suis très très loin. Sur France 3, à c'est défaut, bien, à défaut, le plus intelligent, oui. C'est bien. Ouais. Vous savez qu'on parle pour vous d'un prix Nobel de télévision, Frédéric. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir... ça n'existe plus, les 7 d'or, mais c'est le 7 d'or de la meilleure émission jamais animée par un être humain. Ah oh là là, non. Ouah. Oui, là, ce serait bien. Ça serait bien, bravo. Ben voilà quelqu'un d'ambitieux. Alors, Frédéric Ampère, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de vos études, de votre carrière, de votre vie avant la télé, de votre vie à la télé. Mais alors, si vous êtes si intelligent que ça, qu'est-ce que vous faites à la télévision, finalement? Mais pourquoi pas, justement, c'est une façon de se distinguer. Au début, moi, j'aurais rêvé d'être un grand écrivain, un grand cinéaste, mais franchement, il y avait du monde, quoi. Pour être un grand écrivain, il faut rivaliser avec Dostoïevski, avec Proust, avec Céline. C'est très difficile, c'est encombré. Pour être un grand cinéaste, il faut être à la taille d'Orson Welles, de John Ford ou d'Akira Kurosawa. J'en connais pas des masses aujourd'hui qui peuvent rivaliser. À la télé, on peut dire c'est plus facile. C'est un art débutant. Réponse pas, très intelligente de Frédéric Tadei. Alors, en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, qui nous parlera de son livre Sans tabou, publié à La Martinière. Alors, on abordera sans tabou sa nouvelle coupe de cheveux. Et on verra qu'on a autant coupé dans ses cheveux que dans son budget. Alors, toujours en P2, nous accueillerons Jacques Weber, actuellement sur la scène du Théâtre Hébertot, dans Solnès le constructeur d'Ibsen, avec Mélanie Douté. Mélanie Douté, après Laetitia Casta, Dana Cole, ça marche. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Vincent Talaouit, pour son livre « Ils ont failli me tuer » chez Flammarion, où il raconte comment la stratégie financière de France Télécom pousse les gens au suicide. Témoignage très émouvant. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les Terriens » et le groupe Grément Le Fortier. Alors Frédéric, rebonsoir. Donc je rappelle pour nos amis téléspectateurs qui n'auraient pas vu le début de l'émission que nous sommes en compagnie de l'animateur le plus intelligent de la télévision. Alors, vous qui êtes l'animateur le plus intelligent de la télévision, est-ce que vous avez un truc intelligent à dire là? Ah. C'est dur. C'est là où... Ouais. Vous savez, l'intelligence, c'est quoi? C'est, dit-on, en France en tout cas, que c'est la faculté de s'adapter aux situations nouvelles. Oui. Là, j'ai fait la preuve qu'effectivement, je m'adaptais assez peu à votre question. Vous n'êtes peut-être pas si intelligent que ça. Exactement. Alors, Frédéric, la télévision, la radio, l'édition, la presse, tout vous réussit. Tout vous réussit, Frédéric. Non, ne faites pas de modeste. Tout vous réussit. Oui, mais à la marge. Il ne se passe pas un jour dans ce pays sans que vous ne soyez soit à la télévision, soit à la radio, quand même. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est énorme, vous êtes partout. Vous animez sur France 3, du lundi au jeudi à 22h30, Ce soir ou jamais. On y voit des gens intelligents, évidemment, qui débattent de l'actualité. Ouais. Vous dites, à la télévision, on a remplacé l'intelligence par l'émotion, et l'émotion, c'est le contraire de l'intelligence, enfin, disons, de la réflexion. Oui, souvent, c'est vrai. Vous-même, vous montrez rarement de l'émotion. Oui, je pense que ça date de mon enfance. Mais dans la vie aussi, hein. Oui, dans la vie. Je suis un peu à 10 000 km de la sensation présente, comme disait Barbet d'Aurevilly. La distance. C'est à la fois une question de pudeur, je pense, d'orgueil aussi. Vous n'en manquez pas, Frédéric. Même si on est, par exemple, salement humilié, on ne le montrera jamais. Une femme vous quitte, genre... pas de problème, etc., etc. Donc, il y a de l'orgueil là-dedans aussi. Alors, vous dites, ce qui me frappe quand je zappe, parfois, c'est le nombre d'émissions de faux débats qui existent. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on a l'impression tout le temps que les gens sont tous d'accord entre eux. Ils appartiennent
la plupart du temps, en plus, à l'establishment. Parce qu'on fait le même métier, qu'on habite la même ville, qu'on appartient au même milieu, qu'on a les mêmes revenus. À force, on pense tous pareil. Il y a des jalousies, des concurrences. Par exemple, vous aimeriez bien être à ma place l'animateur le plus intelligent. Ah bah ça, c'est bon, énorme. donc il y a une rivalité. J'espère même plus, maintenant. Voilà. Oui. Et moi, j'aimerais bien être aussi bien payé, par exemple. Vous voyez, bon, et donc, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité. Mais en revanche, on peut être d'accord sur plein de choses. Et je pense que la moindre des choses, c'est d'introduire la controverse, le débat, la contestation. Et là, on peut que faire confiance aux artistes, aux intellectuels. Ils font leur boulot. Last but not least, Frédéric, je voulais dire publiquement que j'adore la lumière de votre émission, C'est vrai, qui est due à Monsieur Renaudin, et la réalisation de votre émission, qui est due à Monsieur Ferraro. Voilà, c'est une émission, en plus, qui est intelligente. Très intelligent, disons, mais c'est vous qui l'a fait. Mais en même temps, très bien éclairé, très bien réalisé. Non, parce que moi, je visais aussi d'être l'animateur le plus beau de la télé. Ah! Et ce que je suis toujours pas, alors que j'ai une lumière sublime. Vous êtes pas mal quand même. Non, mais c'est pas... Oui, mais... Enfin, il n'y a pas eu de sondage, ni de déclaration. Enfin, en tous les cas, avec Ce soir ou jamais, vous avez prouvé que la culture avait sa place à la télévision. Comme avec Paris Dernière, vous aviez prouvé que le fist-fucking avait sa place à la télévision. C'est vrai. Mais je pense que le fist-fucking, c'est de la culture Ouais. aussi. Vous savez, c'est lié, c'est l'air du temps, c'est lié à des modes, à des mœurs, à des changements de repères. Et Paris Dernière, pour moi, était une émission culturelle. Alors, France 3, c'est bien? Ah ouais. Quand vous êtes arrivé il y a 5 ans, vous vous rappelez, il disait « Bon Dieu, voilà le Parisien, on va lui crever les pneus ». Vous vous souvenez de ça? C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Vous avez des fourches quand vous êtes arrivé. Moi, je m'en souviens très bien. Alors, est-ce qu'au début, au début de votre présence sur France 3, vous avez un petit collier de barbe qui vous a poussé comme ça? Non, n'oubliez pas, j'avais dit d'ailleurs, c'était la bande-annonce de l'émission, j'avais dit, c'est la première fois que le service public donne une émission culturelle à un animateur qui n'a pas de barbe, C'est vrai. qui ne fume pas la pipe et qui ne porte pas de lunettes. Et vous n'avez pas de soupule jacquard non plus. Non plus. Toujours en catégorie télévision, vous animez une émission sur la peinture, sur France 2, qui s'appelle Dardar. Alors vous qui êtes un spécialiste de la peinture, vous la trouvez comment, la Xara Picasso? Sérieux. Alors il y a un beau livre qui sort, ça s'appelle Dardar. C'est écrit avec Marie-Isabelle Tadei, c'est votre sœur. Ça sort aux chaînes, c'est le tome 2. C'est le tome 2, voilà. Hein, parce Alors, que- compilation de 150 chefs-d'œuvre de l'Antiquité à l'art contemporain, avec des textes explicatifs assez courts, ce qui est parfait. C'est le livre d'art le plus vendu en France. Oui, j'ai appris ça, j'ai fait comme ça. Alors, il y a une reproduction du fameux tableau Le sac de Napoléon Ier. J'ai remarqué qu'on voyait, quand on regarde bien, on voit Magloire au 2e rang. Vous avez- Vanne pourrie, je sais, mais je l'adore. Alors, vous êtes né le 5 janvier 1961. Vous êtes Capricorne. Comme vous? Comme moi, je suis né le 6. Ouais. Vous êtes né à Paris, père banquier d'origine italienne. Oui. Vos grands-parents avaient fui Mussolini. Ouais. Votre mère, Lorraine, femme au foyer. Et vous dites, j'étais très fier qu'elle soit femme au foyer, comme ça, personne ne pouvait lui donner d'ordre. Oui, même pas mon père. Hein, Ouais. d'ailleurs. Ah oui. Ah, vous dites, j'ai une enfance heureuse. Très. Vous êtes fou, faut pas dire ça. Le jour où vous ferez serrer pour possession de cocaïne, qu'est-ce que vous direz au juge? Ça n'arrivera jamais. Ah ouais? Non. Vous ne ferez pas choper. Bien, alors à l'âge de 12 ans, vos parents vous disent, on a fait notre vie, maintenant fais la tienne. Ouais. C'est quand même assez génial. Vous avez beaucoup de Oui, chance. c'est génial, mais enfin, ça fout la trouille aussi. Ah oui, hein. ça fout des responsabilités, Oui. évidemment. Cette liberté, trop de liberté, c'est assez... voilà, et j'ai quand même travaillé que 20 ans plus tard. Mais oui, vous ce qui est voyez, extraordinaire, c'est que de 18 à 30 ans, vous ne faites rien. Ouais. Et je suis très admiratif parce que vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez acquis de l'expérience. Alors, vous lisez à cette époque, vous allez au concert, vous allez visiter les musées, vous allez à la cinémathèque. Enfin, vous vous laissez guider comme ça par votre bon plaisir. La fantaisie, même la fantaisie. Ouais. C'est un truc que je ne recommanderais à personne parce que c'est quand même un numéro d'équilibriste fantastique. Ouais. À un moment, vous dites comment font les autres pour payer un loyer, par exemple. Ouais. Vous habitiez chez un copain, vous. Voilà, je vivais sans beaucoup d'argent, avec très peu d'argent, ce qu'on peut faire tant qu'on n'a pas d'enfants, parce que vous ne payez pas d'impôts. En fait, vous avez refusé d'entrer dans le système diplôme, travail, revenu, impôt, quoi. Vous savez, une fois, j'avais travaillé l'été dans la banque de mon père. Ouais. Et j'avais vu tous les copains de mon père que je voyais à la campagne le week-end et qui ressemblaient tous à mon père. Et là, j'ai vu tout à coup qu'en fait, ils s'ennuyaient terriblement. Ouais. Et ils attendaient tous qu'il soit 17h pour aller au club photo. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Ouais. Donc j'avais le refus du salariat. Je voulais pas vendre mon temps. Et je me suis dit, le meilleur moyen d'y échapper, c'est de n'avoir aucun diplôme. Personne ne te recrutera. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, vous vous rêvez écrivain, mais vous êtes tellement critique envers vous-même que finalement vous ne le faites pas. Ce sera le journalisme. Alors, le journalisme avec l'Idiot International,
le journal de Jean Edernalier, Actuel. Oui, Actuel, c'était plus sérieux. Mais entre-temps, j'avais créé mon propre journal qui s'appelait Maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que Jean-François Bizot m'a recruté. Ouais. Et en fait, j'avais créé ce journal en me disant, je vais le mettre sur le bureau des 4-5 journaux qui m'intéressent pour qu'ils m'appellent. Parce qu'à force, il n'y avait aucune raison que ces gens-là me recrutent. Ouais. J'avais jamais travaillé dans un journal, j'y connaissais personne. Ouais. Donc je me suis dit, voilà, si là je vais écrire rédacteur en chef, je vais écrire la moitié des articles, et puis ils vont m'appeler. Et c'est ce qui est arrivé. C'est le cas, Actuel. Ensuite, j'ai fait un peu de radio avec Nova, évidemment. Bien sûr, c'était l'étage en dessous. Voilà, le magazine Sans Nom avec Frédéric Joignot. Absolument. Hein, la première partie de Nulle part ailleurs et Paris Dernière. Voilà. Et Paris Dernière, où je vous payais, en fait, pour aller de partout en partout, au volant d'une décapotable en fumant des pétards. Oui, c'était une très bonne époque. Je l'ai fait durer assez longtemps, 8 ans. Hein, 8 ans. Oui. Moi, vous savez, en fait, ma vie professionnelle, c'est 5 ou 6 coups de téléphone. C'est celui de Jean-François Bizot qui me demande de venir à Actuel. C'est celui de Canal+, qui me propose de venir à Nulle part ailleurs. C'est le vôtre qui me fait venir à Paris Première. Ensuite, et France 3, c'est qui rendant lui hommage? C'est Rachel Kahn qui m'appelle. Rachel Kahn, rendant hommage à Rachel Kahn. Une fois n'est pas coutume. Alors, Frédéric, vous préparez un Paris Dernière pour France 3. Je crois qu'on peut le révéler aujourd'hui, qui s'appellera Mulhouse pas trop tard. Bon, ça va sinon? Oui, très bien. Enfin, quand vous me racontez tout ça, j'ai l'impression maintenant d'avoir une carrière, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est pas du tout une coquetterie, je suis sincère. J'ai toujours l'impression que je suis de passage. Moi, je suis un touriste. C'est pour ça que ça marche. Et nous accueillons Chantal Joanneau et Jacques Weber. Bonsoir. Alors, Chantal, vous êtes ici ce soir pour nous parler du remaniement non pas ministériel, mais du remaniement capillaire, dont vous avez été récemment l'objet. Et ça vous va très bien. Merci. Alors, franchement, c'est super. Bravo. Et alors, c'est une coupe qui va avec l'austérité réclamée par le Premier ministre, en plus. Alors, vous dites, personne ne m'a fait de remarques négatives sur ma coiffure, peut-être parce que les gens savent que vous êtes championne de karaté. Peut-être. Ils se méfient, les gens. Vous savez que Chantal peut casser ce bureau si elle veut. Moi, je suis sumo, moi. Ah oui, c'est sûr, oui. Mais un beau sumo. Le but, c'est qu'il ne m'attrape pas, en fait. Alors, Chantal, en général, une femme va chez le coiffeur quand elle veut changer de vie, de mec, de job. Non, le même mari, 23 ans, le même job, ça, c'est pas moi qui décide. Donc, je sais, c'est Sarkozy, c'est ça qui est terrible. Faut être assez serein. C'est tellement imprévisible, en plus, ce type-là, non? Alors, ces derniers mois n'ont pas été folichons. D'abord, il y a l'abandon de la taxe carbone qui vous a désespéré. Ensuite, les régionales qui ont été catastrophiques alors que vous étiez tête de liste UMP Paris. Les rumeurs sur Sarko, Carla Biolay, etc. Voilà quoi, il y avait de quoi changer de look. Oui, j'ai été gâtée, c'est vrai. Ouais, c'était dur. Alors, vous avez imaginé à un moment partir, vous réfugier dans l'écriture, ou une grande cause, les gros cétacés. Vous pensez à qui, là? À Weber. Non, excuse-moi, Jacques, c'est une vanne pourrie, Jacques. Excuse-moi. Alors, non, vous avez préféré, en fait, écrire un livre et attendre le remaniement. Écrire un livre, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, quand même. Ouais. Alors, écrire des bouquins, aller chez le coiffeur, c'est sympa comme boulot, finalement. Alors, le livre, c'est Sans tabou, pour que s'évanouisse la vogue climato-sceptique. C'est publié chez La Martinière. Et vous y dialoguez avec des universitaires pour penser à un nouveau modèle pour nos sociétés modernes. C'est vrai que depuis Copenhague, qui a tout pollué, en fait, et la taxe carbone, qui a fait perdre les régionales à Sarko, l'écologie se porte mal, quand même. On ne peut pas dire que la taxe carbone soit responsable d'une élection, mais l'écologie, on en parle beaucoup moins. Ceci dit, quand on va être confronté, nos enfants surtout, à la rareté du pétrole, à la rareté des ressources, c'est l'ensemble du modèle démocratique qui va être fragilisé. C'est un système économique qui pourrait, si on ne fait pas ce qu'il faut, s'effondrer. Donc dans ce livre, c'est pour ça que j'ai voulu le faire pas seul, parce que moi, je n'ai pas seul les réponses. C'est justement pour toucher du doigt tous ces problèmes et toutes les réponses qu'on peut apporter. Il y a un truc qui est assez incroyable dans votre bouquin, c'est les réfugiés climatiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand la Papouasie, les îles Marshall ou les Maldives seront submergées par la mer, ces gens-là, ils n'auront plus de pays. Plus de pays, plus de statut, plus de nationalité. Oui. La question, c'est qui va les accueillir et quelle nationalité ils vont avoir. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, votre budget est quand même diminué de 4,5%. Oui, mais... Aïe.
mais la partie financement Grenelle est stabilisée et on a même augmenté la partie de prévention des risques. Risques naturels, risques technologiques. Vous le sentez comment, Sarkozy, sur l'écologie, là? On a l'impression que ça l'intéresse plus. Comme il a vu que ça ne lui rapportait pas des voix, il est passé au Rhum, on a l'impression. L'écologie, c'est pas nécessairement fait pour rapporter des voix. C'est juste qu'on a une responsabilité à assumer. Mais j'ai pas de raison, moi, de douter du président. Si j'avais douté de lui, il aurait substantiellement baissé les crédits Grenelle. Ouais. Voilà. Simplement, c'est vrai. Et c'est vrai à gauche comme à droite. Que ces sujets-là, ils sont passés loin. Depuis Copenhague, ils sont passés effectivement loin derrière. Sarkozy préfère défendre le MEDEF que les ours. Donc je vais dire une bêtise, donc je dirai rien. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour l'écologie? Rien. Monsieur ne fait rien. Si. Le tri. Le tri. Voilà. Le gel Ushuaïa pour la douche. Mais vous savez, on dit toujours il y a l'avant et l'après-Copenhague. C'est normal, puisqu'avant Copenhague, on nous a dit c'est le rendez-vous le plus important de l'histoire de l'humanité. Il va y avoir 198 chefs d'État, ils doivent prendre telle décision, sinon on va tous mourir. Finalement, ils ne prennent pas les décisions et on ne meurt pas. Donc forcément, on se dit, bon, ils avaient peut-être un peu exagéré. Jacques, faites quoi pour l'écologie, vous? Moi, j'ai l'impression que c'est intimement lié à la politique. Et que c'est par un engagement politique que l'on peut répondre réellement aux problèmes écologiques. Ça dépasse le champ des seuls politiques, parce que ça touche la culture, ça touche les modèles de consommation. C'est quoi, alors? Ça serait vraiment bien que dans le champ politique revienne dans votre incompétence comme dans la nôtre, parce que nous sommes aussi parfaitement incompétents. Mais dans le jeu démocratique, on demande à des incompétents de voter. Donc on sait au départ que ce vote est fait par des incompétents qui n'ont que des impressions. Ils ne peuvent pas avoir une opinion constituée. Et je crois que cette compétence des politiques, elle est mise en problème. Ils ne peuvent plus. Ils peuvent plus réfléchir. Ils n'ont plus les trucs. Il faudrait que les scientifiques, les philosophes, les sociologues prennent un peu le pouvoir à l'intérieur de la nécessité politique, quoi. Enfin, je crois. Voilà. C'est ce que vous avez fait avec votre bouquin, hein. C'est d'aller voir des intellectuels. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, et c'est ce qui me frappe dans l'exercice politique, c'est qu'on est très pris par des contingences opérationnelles permanentes. De spectacle et de représentation. Énormément. Un jour, Laurent Fabius m'avait dit, je peux m'excuser de vous interrompre, mais il venait d'être ministre des Finances, il me dit, avant je pouvais travailler, maintenant je ne peux plus. C'est la grande difficulté. C'était une parole très forte, je trouvais. Et le lien avec les intellectuels au sens large est un lien très distendu. Bien. Bon alors, Jacques Weber, rebonsoir. Bonsoir. Vous avez quoi au doigt, alors? Porte de voiture Voilà. C'est con. Et vous étiez... non? Non, pas encore. Non. Enfin, vous avez l'air en forme, hein? Oui, en forme, oui. Danacol, toujours? Non, on ne parle plus de ça. On ne parle plus d'alcool, pourquoi? On ne parle plus d'alcool. Écoutez, je l'ai fait une fois, voilà. En une journée, on travaille, on gagne beaucoup de sous et ça vous permet de Mais les gens vous connaissent pour ça. Oui, je sais que, hélas, Orson Welles, à la fin, était connu pour une réclame de pâtes. Non, mais c'est... Des petits et Gorbatchev pour un triste. McDo à Moscou. Vous êtes même le seul à avoir fait faire à Gorbatchev tout. Voyez. Ça m'assied. C'est-à-dire, je me suis dit, là, le monde est raconté en un geste. Il a réussi, lui, à faire à Gorbatchev. Les titres les plus importants du monde, Alors, je suis très heureux de recevoir ce soir le roc, que dis-je, le pic, le cap, la péninsule du théâtre français. Mais vous, ça serait pas le nez, ce serait plutôt les pieds. Hein. Vous avez des pieds immenses. Je ne m'attendais pas à tout ce genre de choses du 48,5. Ouais. 48,5. Et vous savez ce qu'on dit, bon, voilà. Oui. Vous achetez vos chaussures où, alors? Chez Pinder, un truc de clown, non? Avant, c'était sur mesure, et maintenant, j'ai trouvé une ça y est. marque qui fait mes pieds. Fait ça. Ouais, la largeur, la longueur, enfin, tout va bien. Alors, vous êtes sur la scène du Théâtre Hébertot, dans une pièce d'Ibsen, mise en scène par Hans-Peter Cloos, qui s'appelle Solness, le constructeur, où vous jouez avec Mélanie Doutet. Alors, le pitch. Vous êtes un génie de l'architecture. Vous êtes en pleine crise de la cinquantaine. Votre vie professionnelle est très réussie. Mais votre vie privée, moins réussie. C'est-à-dire que dans votre vie privée, vous n'êtes pas un constructeur, mais un destructeur. Vous délaissez et trompez votre épouse, qui est jouée par Edith Scobb. Et là arrive Mélanie Doutet, qui va chambouler le quotidien de cet homme usé et désabusé. C'est un homme, en effet, et ça nous arrive à tous, qui sent le naufrage de l'âge débarquer et qui est absolument tétanisé par le ravage, le mouvement de la jeunesse, tant sur le plan social que culturel et qu'affectif. Et arrive là-dessus une jeune fille avec qui, sans doute, visiblement, il y a eu ou pas, est-ce
le fait de son imagination une histoire lorsqu'elle était très petite fille. C'est-à-dire, oui, on frôle des choses extrêmement ambiguës et bizarres. Il a dû sans doute boire un coup de trop. Il y a eu un frôlement et cette jeune fille est restée totalement fascinée par cet homme. Elle revient et elle veut le retrouver. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que peut-être qu'une autre jeunesse, une autre façon de voir la jeunesse, va non pas le détruire, mais le rédempter. Voilà, il y a un exploit dans cette pièce, c'est que vous jouez un homme de 50 ans. Mauvaise vanne, d'accord. Non, voilà. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Vincent Hervouette, chef du service politique étrangère de la rédaction TF1 LCI, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. En 2007, il a libéré les infirmières bulgares. En 2008, il a œuvré à la libération d'Ingrid Betancourt. Je regarde cet homme extraordinaire qui a tant lutté pour moi et je regarde aussi à travers lui toute la France. Mais cette fois-ci, que peut faire le président Sarkozy pour obtenir la libération des 5 Français détenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique? Pas facile, d'autant que fin août, lors d'un discours aux ambassadeurs, le président s'est insurgé contre certains procédés. La seule stratégie ne peut pas consister à payer des rançons et à accepter de libérer des prisonniers en échange de malheureux innocents qui sont pris en otage. C'était une manière de faire la leçon à l'Espagne, qui 2 jours avant aurait versé 8 millions d'euros pour récupérer sains et saufs 2 de ses ressortissants détenus par l'AQMI. Alors, si on refuse de négocier pour libérer les otages, pourquoi pas une intervention militaire? Fin juillet, la France a soutenu une attaque de l'armée mauritanienne contre une base de l'AQMI. Résultat, 7 islamistes éliminés. Sauf que l'otage, Michel Germano, ne se trouvait pas à cet endroit et sa mort a été annoncée 3 jours plus tard par ses ravisseurs. Mais attention, hein, entre nous, la France n'a pas toujours manié le bâton avec l'AQMI. En février dernier, 2 jours avant la libération de l'otage Pierre Kamat, comme par hasard, 4 prisonniers islamistes détenus au Mali ont été libérés. Parmi eux, un Algérien suspecté d'avoir tué 30 personnes dans un attentat à Alger. Alors évidemment, si on s'en tient au grand principe, on ne devrait jamais négocier avec les terroristes. Mais bon, de temps en temps, la diplomatie impose de faire quelques concessions. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappin. Vincent Hervouette, bonsoir. Vous êtes chef du service politique étrangère de la rédaction de TF1 et de LCI. Votre journal du monde sur LCI est un must absolu. 20 minutes de reportage, d'interviews, des directs, avec des correspondants, avec des envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité internationale. Je suis votre client numéro 1. Oh, c'est gentil comme tout, j'ai l'impression d'être presque mort. J'aime bien quand vous dites à la fin « Ainsi va le monde ». Oui, mais ainsi soit-il, était déjà pris. Vous pouvez l'applaudir. Alors, pourquoi l'enlèvement de ces 5 Français? C'est quoi? C'est une vengeance à cause de l'opération Germano? C'est le djihad? C'est pour évincer la France de ses sources d'approvisionnement en uranium? C'est quoi la raison de cet enlèvement? En général, dans ce genre d'histoire, c'est à la fin de la foire hein, qu'on compte les bouses. C'est vraiment quand on rembobine le film qu'on comprend ce qui s'est réellement passé. La diplomatie française a l'habitude de ne pas négocier. Et là, Hervé Morin a dit « Nous attendons les revendications d'Al-Qaïda ». Il est un peu bavard. Ouais. Les diplomates ont la mémoire et savent que dans les affaires d'otages en France, on a toujours négocié. On a toujours essayé de trouver l'arrangement qui permette de sortir les types vivants. C'est un rituel français. Hein. C'est le retour de l'otage à Villacoublay, le président planté sur le tarmac, les familles, etc. Là, on va négocier. On a toujours négocié. Oui. Moi, je me souviens d'Issa Nabré sur la tribune des Champs-Élysées, assistant à la revue des troupes. Le même Issa Nabré qui avait enlevé Françoise Claustre et qui avait flingué, qui avait tué, paraît-il de sa main, un officier français qui était venu négocier, qui était le commandant Galopin. Non, parce que quand on paye, par exemple, l'Espagne a donné 8 millions d'euros, c'est de l'argent qui après est utilisé pour acheter des armes et pour faire de nouvelles actions. Donc c'est ridicule. Toute l'histoire, c'est qu'au marché aux esclaves, le français est assez surcoté parce que, effectivement, tous les présidents ont négocié depuis 30 ans, depuis 40 ans. Les Américains font le contraire. Les Américains, ils ne payent rien. Et d'ailleurs, les 3 Américains qui étaient avec Ingrid Betancourt, qui étaient pendant des types de la DEA, donc qui traquaient le trafic de drogue, eh bien, personne, il n'y avait pas de comité de soutien chez eux. Il n'y avait pas la photo
sur les bâtiments publics des 3 fonctionnaires. Voilà. Moi, j'ai failli être un otage. J'ai tourné à Beyrouth et le patron de l'agence de l'AFP de l'époque m'a dit « Heureusement que tu viens de partir, tu étais repéré, j'étais en train de tourner un film. Et il s'en est fallu très peu. J'aime vous dire que quand on vous dit ça, rétrospectivement, vous auriez bien eu envie que votre gueule soit à l'hôtel de ville. C'est terrible. La curiosité de Sarkozy, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il a dit la priorité de mes priorités en politique étrangère, c'est d'obtenir la libération d'Ingrid Betancourt. Et il y a mis énormément de moyens, énormément d'attention, de volonté, etc. Et au bout du compte, elle n'a pas du tout été libérée grâce à l'intervention des Français, ni celle de Villepin, ni celle de Sarkozy. Ça a été exactement le contraire. Ça a été le coup de force de l'armée colombienne qu'on tenait dans un grand mépris. Et on s'est rendu compte, quand elle est arrivée, qu'en fait, on avait été blousé complètement, que Reyes, notre interlocuteur, était du côté des FARC, était une crapule, et que les Colombiens avaient eu raison. Et là, on s'est dit, après, il y a eu une sorte de prise de conscience, je crois, parmi les conseillers du prince et dans les services français, où on s'est dit, maintenant, ralasse, on essaie d'autres méthodes. D'après ce que vous nous dites, en fait, s'il y a des otages français aujourd'hui qui ont été pris par l'AQMI, c'est pas du tout parce qu'il y a une menace terroriste contre la France sur le territoire français, mais uniquement parce que la France, à chaque fois qu'on lui prend des otages, paye. C'est les deux à la fois, mon général. Pourquoi le deuxième ? Parce que c'est la façon dont les salafistes du Sahel sont polarisés sur la France. Ce sont quand même les cousins, les mêmes amis. Ils partagent la même idéologie que les djihadistes qui, en France, sont soit en tôle, soit vont y aller, soit en sont sortis. Il y a entre 250 et 300 types en France, 300 prisonniers qui sont détenus pour des raisons de terrorisme. Ça fait du monde quand même. Alors on vient de parler de menaces extérieures, mais il y a aussi des menaces de risques terroristes en France. Paris a connu une dizaine d'alertes à la bombe, sensiblement le même chiffre qu'en septembre 2009. C'est pas forcément significatif à partir du moment où c'est la même chose qu'en 2009. Mais à l'évidence, au sommet de l'État, les autorités de police, de renseignement et autres sont inquiètes, sont fébriles. Et moi, je suis venu en métro ici, je voyais les gens dans le métro sont stoïques. Quand même 2 tiers des Français qui ne croient pas qu'il y ait une menace réelle. C'est pour ça qu'ils sont stoïques. Ils ont tort. Ils ont tort, oui, parce que finalement, la guerre est permanente, un peu comme l'info est continue. Il y a toute une histoire terroriste. Il y a eu des bombes à Paris. On a payé comptant. On a payé avec du sang frais. On a payé avec des morts d'hommes. Nos prétentions à vouloir jouer un rôle au Moyen-Orient. Vous ne pensez pas, Jacques, que cette mise en exergue de la menace terroriste, c'est une façon pour le gouvernement de faire diversion, comme il l'a fait avec les Roms cet été? Je sais pas, je crois que c'est peut-être un peu rapide de dire ça. Par contre, si les gens ont l'air stoïques, comme vous dites, ou n'y croient pas tellement, c'est justement peut-être parce qu'ils ont tellement maintenant la sensation qu'on met des sujets en avant, soit pour en cacher d'autres beaucoup plus importants, soit électoralistes, que c'est peut-être de là que vient cette incrédulité. Ceci dit, on n'est pas les seuls, puisque l'Allemagne et le Royaume-Uni sont aussi dans les mêmes situations. Et 2, on n'évacue pas la Tour Eiffel par plaisir. Voilà, il y a un fond de réalité. Après, ça prend plus ou moins de place dans le débat médiatique, mais il y a une réalité. Bien. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Éric Besson est le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale. Comme quoi, pour le gouvernement, lutter contre l'immigration clandestine et défendre l'identité française, c'est un peu le même boulot. D'ailleurs, cette semaine, dans Le Parisien, pour présenter son projet de loi sur l'immigration, Éric Besson a bien résumé son travail. Si mon ministère doit être une fabrique à bon français, j'y souscris bien volontiers, oui. Et que ça fait d'excellents français. Le problème, c'est qu'après 3 mois de débat sur l'identité nationale, on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un bon français. Alors du coup, Éric Besson a pris le problème à l'envers. On est en répression, on est en punition. Il a décidé de faire la chasse aux mauvais Français. Ça sent si bon la France. Pour ça, il propose de retirer leur nationalité aux Français qui ont tué un représentant de l'autorité publique. Ça sent si bon la France.
Mais attention, seulement aux mauvais français, ceux qui sont français depuis moins de 10 ans. Ça sent si bon la France. En gros, ça veut dire que les derniers arrivés sont moins français que les autres. Ça sent bon le pays. Mais pourquoi considérer l'immigration comme une menace pour l'identité française? Est-ce que notre culture, notre langue, notre gastronomie ne sont pas beaucoup plus menacées par les fast-food américains, les films américains, les séries télé américaines? Le problème en France, c'est que manger un hamburger, ça ne pose aucun problème, sauf s'il est halal. C'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Alors, si mon ministère peut être une machine à fabriquer de bons Français, je serai heureux. Voilà. Est-ce que vous serez heureux, vous? C'est pas, je trouve ça consternant qu'une connerie pareille soit dit par un haut responsable de l'État. Mais même dans le vocable, dans la façon dont c'est dit, fabrique de bons Français. Mais c'est quoi? Enfin, je veux dire, mais on rêve. C'est d'une des choses les plus vulgaires que j'ai entendues. Entre lui, Lefebvre et même le président qui parfois s'oublie, on n'en sort plus. Ouais. Qui est une politique de droite et tout, c'est le jeu démocratique, etc. Bon, on peut en discuter des heures, on peut opposer des arguments, mais au moins, ayez une forme d'élégance de votre proposition. Soyez pas vulgaire à ce moment-là. Enfin, c'est horrible de dire ça. Fabrique de bons Français, ben, ça m'écoeure complètement. Un bon Français, déjà, c'est complètement con. Mais alors, je voudrais que vous m'expliquiez comment on fabrique un bon Français. Bien. Allez-y. J'ai pas la recette, j'ai pas la formule. Non, j'aurais pas choisi cette formule-là d'ailleurs, mais quand il y a eu le débat sur l'identité nationale, en soi, le débat, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui nous rassemble. C'est intéressant dans tous les pays, mais c'est vraiment un débat d'intellectuels. Et honnêtement, pour avoir cherché à répondre à la question, c'est pas évident. Enfin, il y a quand même, on en a marre. On nous dit, nous, vous voulez, Hortefeux et compagnie, sans arrêt, il faut respecter la loi. La loi n'est jamais respectée par eux, en commençant par eux. Dans leur municipalité, les quotas des HLM, Bettencourt, elle a le droit de ne pas respecter la loi. Tous ses petits copains ont tout à fait le droit, parce que, oh là là, si les milliardaires s'en vont, on va être paumés. Eux, ils n'ont pas... Mais il y a quelque chose de complètement... je ne suis pas complètement idiot, je parle peut-être café du commerce, mais le café du commerce, c'est parfois du bon sens. Oui. Comment peut-on défendre ça? Les mauvais Français, c'est quoi? Mais c'est des gens... Bien évidemment, il faut équilibrer prévention et répression. Bien évidemment, il faut punir. Mais il faut voir ce qui se passe quand on punit à tort et à travers. Il faut voir ce qui se passe dans les prisons. Les prisons, elles fabriquent des mauvais Français. Oui, pour le coup, oui. C'est tellement effrayant. Ce que vous dites, en fait, vous, aujourd'hui, effectivement, la délinquance en col blanc est beaucoup moins punie que la délinquance traditionnelle. C'est très bête, c'est très schématique, mais c'est vrai quand même. Faut arrêter. La loi, elle est exactement la même pour tous. Oui. La délinquance en col blanc, elle était beaucoup moins punie hier qu'aujourd'hui. Frédéric, ça vous choque, les bons Français? Non, moi je suis animateur d'émissions de débat. C'est trop facile. Non, parce que vous pouvez discuter des faits, mais pas émettre une opinion personnelle. Voilà. Vous êtes journaliste quand même. Peut-être que ça vous choque pas ce que dit Besson quand il dit je veux fabriquer. Peut-être que ça ne me choque pas, et peut-être que ça me choque, mais je vois pas en quoi je devrais le mentionner. Parce que demain, si je fais un débat dans Ce soir ou jamais sur cette phrase-là, et que tout le monde sait que j'ai dit qu'elle me choquait ou qu'elle ne me choquait pas, ça change la nature du débat. C'est tout le problème de nos apparitions à la télévision. On est dans un moment très court, sur des problèmes extrêmement complexes. On nous demande des réponses binaires parce que l'émission est rapide. Alors parfois, de temps en temps, c'est pas mon métier, et parfois, il y a le cœur qui prend le dessus. Et bien évidemment, on peut dire, il déconne, il est grossier, il est énorme, il est tout ce qu'on voudra. Mais en même temps, je trouve que quand même, d'entendre l'indignation en contrepoids d'une raison, qu'elle soit de droite ou de gauche d'ailleurs, je trouve que c'est important, c'est pour ça que je me permets de le faire. Voilà. Ça vous invite aussi. Ah oui. Par contre, moi, ce que je déteste dans le débat politique, c'est qu'on s'invective avec des grands mots, qu'on a... Non, mais c'est vrai, c'est le côté on s'invective. M'excuser, je vous arrête immédiatement. Non, mais vous êtes pas... Non, mais attendez, je vous prie de m'excuser. Attendez, mais je vous entends, si, parce que moi, parfois, ça m'arrive d'être grossier. Simplement, je voudrais dire qu'à un moment donné, on a dit, c'est quand même scandaleux d'employer le mot fasciste, mais quand il a fallu défendre Sarkozy par rapport à l'affaire Woerth, les ministres étaient tous en première ligne à traiter les journalistes de fascistes. Donc, à un moment, c'est la vérité. Non, mais c'est pas bien d'un côté ou de l'autre, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vincent. Moi, je trouve que dans le choix binaire, bon et mauvais français, c'est un concept intéressant. Ouais. Et que, puisqu'on parle du fascisme, en 40 ou en 1917, on se posait assez la question, bon ou mauvais français, avant de coller les gens au mur.
Et d'une certaine manière, je trouve qu'à l'école, on pourrait exalter le souvenir des bons Français, des grands hommes qui ont servi leur pays et qui ont donné à tous les Français une certaine fierté d'être dans cette appartenance-là. Je ne pense pas que les mots de Besson aient la finesse de votre analyse. Voilà, c'est tout. La curiosité, c'est que c'est un gouvernement, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République ni de la Quatrième, dont tous les responsables ont des origines étrangères. Kouchner, Lévite, Lelouch, Sarkozy, c'est extraordinaire. Et puis à côté de ça, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait des apatrides une fois qu'on les aura déchus de leur nationalité. Vous en faites quoi? Vous les mettez en Suisse, à Monaco, à l'Île-Dieu? Pour moi, c'est un peu une énigme. La question se posera assez rarement, puisqu'on a calculé, de toute façon, ça touchera peut-être 3 ou 4 personnes dans l'année. Mais c'est bien de l'enfumage médiatique. Ah, je ne sais pas. Moi, je suis pour les faits. Je veux bien discuter les faits. Après, les opinions, chacun est libre. Vincent, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur LCI, le journal du monde. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Tadei, Chantal Joanneau, Jacques Weber. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Vincent Talaout. Bonsoir. Alors, vous êtes employé de France Télécom et vous êtes vivant. Ça s'applaudit, bravo. Alors Vincent, vous publiez chez Flammarion « Ils ont failli me tuer », écrit avec Bernard Nicolas, où vous racontez la stratégie financière qui a consisté à supprimer 22 000 postes par tous les moyens, quitte à pousser certaines personnes au suicide. Et je dois le dire, votre bouquin, c'est Kafka. C'est exactement ça. C'est retrouvé dans des situations qui n'obéissaient à aucune logique. Ouais. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Ça va? Et vous, ça va? Très bien. À vous, Stéphane, pour la semaine du Guillon. Bernard Laporte, qui a toujours juré ne pas être le papa de la petite Zora Dati, confirme. Entre Rachida et moi, c'était 3 fois rien, juste une petite inflation entre 2 portes. Ah. Rachida est une chic fille, a ajouté Bernard. L'association humanitaire qu'elle dirige et sa passion pour la Somalie, pardon. Depuis, Rachida s'est expliquée sur son lapsus. J'ai parlé trop vite. Je trouve dommage que ce soit le seul massage de la trique, message politique, décidément, qui ait été retenu. Voilà, c'est un phénomène connu. Vous savez, la salive s'accumule et si on n'avale pas tout de suite, après, ça... Le journal France Soir a réuni un florilège des plus grands lapsus de nos politiques. Alors, il y en a de très amusants, comme celui de Dominique Voynet. Il faut que les femmes se serrent les couilles. En revanche, France Soir signale 2 lapsus qui n'en sont pas. Éric Woerth, j'ai lancé toutes les procédures pour, au contraire, renforcer la fraude fiscale. C'est ce qu'il a fait. Et Nicolas Sarkozy, je veux mettre au service des injustices plus de moyens. C'est ce qu'il a fait aussi. Le fils de Laurent Fabius, inquiété par la justice, plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour abus de confiance et escroquerie. Quel dommage qu'avec toutes ses qualités, il ne fasse pas de la politique, il ferait un carton. On pensait que Jean-Louis Borloo se préparait à devenir Premier ministre. Nouveau costume, nouvelle coupe de cheveux. Eh bien, on s'est trompé. Le gouvernement s'apprête à nommer un monsieur apéro géant. Ça le tente, non, ça? Il faut lui demander. Il paraît qu'il est con comme un fou, quoi. S'il le rate, il est... Raymond Domenech cherche du travail. Il s'est présenté à Pôle emploi dans le 15e. C'est vrai.
C'est un profil très difficile à caser. Il faudrait trouver un PDG possédant une société florissante et qui accepte d'engager quelqu'un qui va à la fois couler la boîte, diviser les gens et foutre une ambiance de merde. Un septuagénaire mis en examen pour le viol de ses petits-enfants. Ça, c'est le problème. C'est le problème de prendre sa retraite trop tôt. Il y a un moment donné, on s'ennuie, on végète et on fait des conneries. Liliane Bettencourt a bien toutes ses facultés. Son chien lui a lancé la baballe plusieurs fois. Éric Besson a présenté son projet de loi sur l'immigration. Alors, il y a des tas de trucs qui sont vachement bien. Premièrement, déchéance de la nationalité pour les Français naturalisés depuis moins de 10 ans ayant tué un gendarme ou un policier. En revanche, si vous tuez de 7 balles dans le corps un gitan portant des menottes et que vous êtes français de souche et en plus gendarme, là, vous ne risquez rien, vous êtes acquitté et vous restez gendarme. Deuxièmement, expulsion en cas de mendicité agressive. Là aussi, c'est normal, hein, ces femmes dans le métro, pieds nus, enceintes, avec des petits bognons comme ça. Visuellement, c'est hyper agressif. Cette façon de massacrer la langue française. Messieurs, dames, s'il vous plaît, messieurs, dames. Moi, réfugié Roumanie, messieurs, dames. Sujet, verbe, complément. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je suis réfugié de Roumanie. C'est quand même pas compliqué, merde. Troisièmement, intégration facilitée pour les immigrés présentant un parcours exceptionnel dans les domaines sportifs, scientifiques et culturels. Là aussi, c'est super, on veut ce qu'il y a de mieux. Hein, le prochain Zidane, le futur Aznavour, le nouveau Sarkozy. Oui, bravo, effectivement. Il y a une exception, ce sont les Hongrois. Les petits Hongrois, même bourrés d'énergie, très volontaires, on n'en veut plus, c'est fini. Quatrièmement, pénalisation du mariage gris. C'est quand un étranger se marie avec un Français uniquement pour obtenir la nationalité. Par exemple, une jeune Tunisienne de 20 ans qui épouse un vieux ministre de 52 ans, c'est peut-être un mariage gris. Hein, quand c'est ni pour ton physique, ni pour ta vigueur, ils font une enquête. En plus, là, ils se sont mariés en cachette, un dimanche. Ils nous ont fait croire qu'ils allaient à Rome. Il va y avoir une enquête. On sait aujourd'hui pourquoi Frédéric Mitterrand a pris la défense de Jean-Luc Delarue. Visiblement, ils auraient le même fournisseur. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà. C'est Stéphane Dion que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur Canal+. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Vincent, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vos parents sont originaires de Kabylie. Oui. Et quand ils décident de venir en France, ce qui guide leur choix, c'est le travail. Oui. Le culte du travail. Votre père est mécanicien auto. Vous dites sans soulever le capot, il détectait les pannes. Juste à l'oreille. Ben oui, c'était un orfèvre dans son domaine. Hein. Votre mère, femme au foyer. Oui. Voilà. Alors à l'école, vous êtes un vrai premier de la classe. Mais vous comprenez assez vite que vos origines ne vous aideront pas beaucoup quand même. Bah oui, on est sensible au ton que utilisent les profs pour s'adresser à certains élèves et pas à d'autres. Ouais. L'origine de nos parents, il est forcément pour quelque chose. Quoi. Ouais. Alors vous travaillez énormément à l'école et votre père est impitoyable. Hein. Pour lui, ça passe ou ça casse et c'est le travail d'abord avant tout. Ouais. Il vous frappe? Ouais, j'ai dégusté à la maison. Alors au lycée, vous devenez un geek, c'est-à-dire un fondu d'ordinateur. Quand vous avez votre bac, vous vous inscrivez à Mathsup, mais vous ne serez pas pilote de ligne parce que vous êtes hypermétrope. Bah ouais. Donc vous rentrez dans une école d'ingénieurs de télécom. Ici Gélec, à Rouen, ouais. Voilà.
Alors, votre premier boulot, c'est Transpac, qui est une filiale de France Télécom. Vous bossez beaucoup? Bah, j'aime ça. Ouais. Enfin, bah oui, je veux dire, c'est quand on a trouvé un travail qui vous passionne et que vous arrivez à créer des ponts entre les gens et que vous donnez naissance à des projets concrets, bah, c'est formidable. Ouais. Votre déception, c'est quand on vous refuse une augmentation. Vous comprenez pas très bien pourquoi? Au bout d'un moment, vous en faites tellement, vous donnez beaucoup, vous comptez pas vos heures, vous accumulez les projets, vous dépannez tout le monde. Bah, c'est un peu normal qu'un juste travail entraîne une juste rémunération. Et, bah non. Non, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Votre fiancée vous quitte par la même occasion. Vous travaillez trop, elle ne supporte pas. Bah, disons que mes beaux-parents m'avaient dit tu embrasseras France Télécom pour nous, quoi, à chaque fois. Donc c'était un petit peu la vanne qui me balançait tout le temps. Alors vous décidez de quitter Transpac, vous écrivez une lettre de démission, et là c'est compliqué parce qu'on vous demande de ne pas faire votre préavis, mais si vous ne faites pas le préavis, vous risquez d'être attaqué pour abandon de poste. Donc je me suis fait baiser, quoi. Alors ce qui est incroyable, c'est que malgré ces méthodes, vous entrez quand même quelques temps plus tard dans la maison mère, France Télécom. France Télécom que vous appelez d'ailleurs France Télécom Orange, parce que c'est vrai que quand il y a des suicides, c'est France Télécom, et quand on se marre avec Internet, c'est Orange. Vous entrez quand même dans cette boîte? Bah, j'ai rencontré quelqu'un qui était absolument génial, quoi. Claude, je vais pas citer son nom, mais Claude, c'était un peu le Père Noël, quoi. Enfin, il vous ressemblait un peu, là, monsieur Weber. Alors c'est vraiment le Père Noël? Ah ouais, ouais. Ah, mais c'était assez génial, hein. Et puis il m'a parlé vraiment avec un bon sens paysan, un bon terrien, en me présentant des projets gigantesques, en me disant voilà, tu vas vraiment t'éclater. Et effectivement, je me suis éclaté. Projet extraordinaire, un portail mobile, les premiers réseaux haut débit avec des technologies qui n'ont jamais été déployées, des constructeurs qui nous déroulent le tapis rouge pour installer leurs équipements chez nous. Enfin, on écrit des papiers qui sont repris par d'autres constructeurs américains. Enfin, c'est Star Trek, quoi. Ouais. Là, je m'éclate. Alors là, bon, vous commencez à déchanter parce que les ingénieurs du service recherche et développement vous aiment pas vraiment. Parce que d'abord, vous êtes un peu trop bon élève, vous êtes un peu premier de la classe. Et puis, contrairement à eux, vous n'avez pas fait l'école des télécoms, qui s'appelle X-Télécom, quoi. Donc, vous commencez à être un peu blacklisté, quoi. Il y a un étage hiérarchique qui est clairement trusté par des gens qui sont passés par cette formation. Ouais. Voilà, alors les vraies emmerdes commencent quand arrive dans la société quelqu'un que vous appelez Cédric Parouste. C'est un pseudonyme. Pas son vrai nom, évidemment. Alors là, c'est réduction des coûts et diminution des effectifs de recherche. Oui, il a une mission officielle qui est la réorganisation de toute la RI. Et son but, c'est clairement de compresser le personnel. Alors vous continuez à bosser, vous bossez énormément, vous vous levez la nuit pour bosser. Bah, disons qu'avec le décalage horaire, les États-Unis, il fait jour chez eux quand il fait nuit chez nous, quoi. Ouais, donc ouais, si on veut bosser avec eux, c'est un peu normal, quoi. Ouais. Alors, l'ambiance se dégrade malgré votre bonne volonté, les pressions se multiplient, vous voyez arriver des mecs que vous ne connaissez pas, qui vous disent « on m'a demandé de superviser tes projets ». Bah, c'est des gens qui débarquent et qui vous demandent bah, « donne-moi la main sur tous tes projets, budget, interlocuteur, plan projet », pour progressivement transférer ça à une espèce de grosse cellule de gestion de projet où là, le but du jeu, c'est de couper, c'est de trancher dans le vif, quoi. Ouais. Supprimer, supprimer, supprimer. Alors voilà, vous êtes un peu mis à l'écart, on vous oublie pour les stages de formation. Et un jour, vous êtes convoqué aux ressources humaines, on vous dit votre service n'existe plus, et donc votre poste n'existe plus par la même occasion. Vous expliquez, vous dites, mais attendez, je travaille, c'est incroyable, comment on peut supprimer mon poste, regardez ce que j'ai fait. Et la réponse, c'est on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Cédric Parouste a annoncé qu'il y avait une réorganisation. Vous ne faites pas partie des nouveaux effectifs, donc nous, on ne veut pas le savoir. Ouais. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était que Cédric Parouste diffusait des organigrammes avec 5 cases vides, alors que nous étions 15. Ouais. Donc 5 cases sans nom, et on ne sait pas qui va être dans ces cases-là. Donc entretuez-vous, allez-y. Ouais. Et pendant ce temps-là, vous avez la DRH qui vous convoque en vous disant « Bon les gars, vous n'avez plus de boulot, c'est la mobilité, il faut bouger ». Ça va durer 4 ans, la connerie, là. Hein, ça va durer 4 ans avec des entretiens où là, ils vont utiliser des méthodes... Alors là, vous découvrez qu'ils ont des techniques, hein, ils ont des schémas qui décrivent les phases psychologiques de quelqu'un qu'on vire. Et on vous dit, vous verrez, vous passerez d'abord par une grosse colère, hein, et puis après, une grosse dépression. C'est-à-dire qu'on vous dit ce qui vous attend. On me dit, oui, tu vois cette courbe-là? Au début, là, t'es dans le déni, Vincent. T'es dans le déni, là. Et puis après, tu vas être très en colère. Voilà, vous êtes en colère. Et puis toutes les semaines, comme ça, un entretien. Et c'est des rendez-vous qui durent 3 heures. C'est épuisant, c'est des mises sous pression. Et d'ailleurs, en interne, on appelait ça le reformatage de disque dur, quoi. On dit, voilà, vous allez passer par cette étape-là de déni, de colère, de dépression, de marchandage, et puis enfin d'acceptation. Mais à la fin, vous accepterez. Oh. Et ça dure 21 entretiens comme ça, toutes les semaines, 3 heures, toutes les semaines, 3 heures, avec 2 personnes. Une personne qui joue la méchante, une personne qui joue la gentille. Enfin, on est dans un mauvais film d'M6. Il y a un film avec George Clooney comme ça.
In the air, c'est exactement ça. Alors, c'est là que vous entendez le président de l'entreprise, Didier Lombard, qui dit « Je ferai les 22 000, je ferai les départs d'une manière ou d'une autre ». Il l'annonce principalement à la presse financière et il l'annonce ensuite à tous les cadres de l'entreprise dont je fais partie. Et il nous a bien dit « De toute façon, je le ferai ». Et en plus, on va accélérer le processus en étant beaucoup plus systématique. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a pas de nom. Personne n'est cité nommément. Donc, vous savez qu'il y a 22 000 suppressions d'emplois, mais personne n'est nommé. Alors, pour ne pas péter les plombs, vous vous imposez un régime draconien, jogging, piscine, surveillance alimentaire. Vous n'avez aucune envie de baisser les bras là, à ce moment-là. Bah, disons que j'ai bénéficié d'un cadre un peu original, c'est-à-dire que j'avais une partie de mon activité qui consistait à donner des conférences sur les technologies qui étaient vraiment à la pointe. Donc, je faisais partie d'un réseau d'experts qui me nourrissait, quoi. D'un point de vue narcissique, j'étais nourri. Donc, ça va, la reconnaissance que je n'avais pas à l'intérieur. De la vie internationale. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment, on vous interdit de participer à ces conférences internationales. Cédric Parousse m'écrit plusieurs recommandés où il m'écrit « Attention, vous risquez de diffuser des informations à caractère confidentiel ». Alors que c'est moi qui déposais les brevets pour protéger ces innovations. Alors là, cette fois, vous vous sentez complètement isolé, évidemment. Là, ça y est, là, c'est la cata. Et puis, il y a l'épisode du déménagement. Alors ça, c'est énorme, je dois dire. Vous n'êtes pas prévu dans les nouveaux locaux. C'est nos assistantes qui nous préviennent, Vincent, Lionel et puis le troisième collègue. Vous êtes sur aucune liste de déménagement, donc inquiétez-vous, quoi. Alors que pendant l'été, on avait visité les nouveaux locaux, ils nous avaient fourni les plans et ils nous avaient dit, voilà, vous allez déménager là-bas, les gars. Alors là, vous flippez quand même. Un soir, vous prenez le métro sans savoir où vous allez. Vous sortez du métro, vous marchez au bord de la Seine. Et là, on peut dire que si vous aviez été quelqu'un d'un petit peu plus fragile que ce que vous êtes, vous seriez sans doute jeté dans l'eau, quoi. Oui, enfin, c'est assez bizarre ce qui s'est passé. J'en ai beaucoup parlé au psy. C'est une sensation assez étrange, quoi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous restez donc sur l'ancien site, hein, bâtiment désaffecté, tout le monde était parti ici les Moulineaux, faux plafond démonté, les câbles arrachés, la moquette décollée, et vous restez là-dedans avec votre pote, quoi, Lionel. Hein. Alors voilà, alors vous y allez tous les jours dans votre bureau désaffecté parce que vous dites si j'y vais pas, ils vont me virer pour abandon de poste. Et alors quand vous allez sur les autres sites de France Télécom, on vous laisse pas entrer. Tous les matins, je vais sur le site de départ où on me dit que c'est toujours mon bureau. Et là, le vigile me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Ici, c'est sous les travaux. Alors je vais sur le site d'arrivée, on me dit, bah non, tu fais pas partie du personnel, circuler, il n'y a rien à voir. Alors je vais au siège de la société Arcueil. Alors on me dit, bah non, vous n'avez pas rendez-vous, personne ne vous recevra. Alors je vais au siège de la Maison Mère, place d'Alray à Paris, dans le 15e. Et là, pareil, bah non, vous n'avez pas rendez-vous, personne ne peut vous recevoir. Et je tourne en rond comme ça tous les matins, je vais sur 4 sites. Alors là, évidemment, vous voyez déjà un toubib depuis quelques temps, qui vous met en arrêt maladie, qui vous conseille d'aller voir un psy, vous refusez d'aller voir un psychiatre, mais quand même, vous commencez à prendre des somnifères et des antidépresseurs, et puis petit à petit, vous allez augmenter les doses, quoi. Et 3 mois plus tard, donc, vous recevez enfin une lettre de la DRH qui vous dit, écoutez, vous êtes réaffecté, et là, on vous propose un poste que vous occupiez 11 ans plus tôt. Exactement. C'est comme si j'avais chuté. Alors, pourquoi France Télécom Orange veut détruire quelqu'un qui dépose des brevets et qui est quelqu'un de travailleur? Bah, je dirais que ça fait partie du plan, hein, monsieur. Il y a un plan, c'est tout. Stick to the plan. Vous faites partie des 22 000, donc quoi qu'il arrive, quelles que soient vos qualités, il faut vous virer. Exactement. Il faut coller au plan, c'est tout. On exécute le plan. Voilà. Il y a des méthodes qui sont enseignées. D'ailleurs, moi-même, après avoir subi ces méthodes, on va me les enseigner pour moi-même appliquer ces méthodes. Alors là, vous acceptez donc de voir un psychiatre pour la première fois. Après 4 arrêts maladie, mon toubib me dit là, je peux plus rien faire pour vous. Vous arrêtez les conneries, stop, et vous allez voir un professionnel. Parce que sinon, là... Ouais. Et ce psychiatre vous pousse à écrire? Bah oui, il me dit le but du jeu, c'est quand même que tu racontes et que tout ça prenne une forme. Parce que j'avais un discours qui était complètement incohérent, quoi. Je racontais des choses qui, moi, m'avaient touché, mais j'étais dans l'expression de mon ressenti personnel et pas vraiment dans quelque chose de structuré. Ouais. Vous êtes en arrêt maladie, là? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je sais pas. Vous cherchez pas du boulot, là? Pour l'instant, je suis en pleine reconstruction personnelle. C'est quelque chose qui demande du temps et franchement, écrire ce bouquin, témoigner pour ceux qui n'ont pas la parole, qui sont aujourd'hui complètement cabossés. Je pense aux familles de victimes qui restent dans un mutisme total parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, quoi. Ils sont à fond pour la boîte, ils sont engagés, mais ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Est-ce que c'est propre à France Télécom ou est-ce que c'est des techniques de management qui sont en fait beaucoup plus répandues, ça? Non, on trouve ça dans tous les bons bouquins de management. Il y a des recettes toutes faites sur étagère et qui sont vendues aujourd'hui à n'importe quel apprenti sorcier qui voudrait appliquer froidement des méthodes. Ben voilà. C'est absolument aberrant. Enfin, on découvre quelque chose. Quand j'entends le travail pernicieux de l'entreprise sur l'être humain,
eh ben, ça redit une chose, c'est que l'entreprise passe devant l'homme. Et si on est dans ce déséquilibre-là, on va droit dans le mur. Enfin, c'est quelque chose d'effrayant. Il y a une autre chose aussi qui m'a frappé, c'est que parfois on prend fait et cause pour des gens qui travaillent des heures et des heures supplémentaires, mais qui n'aiment pas leur métier. La fatalité a fait qu'ils ont accepté un métier qu'ils n'aimaient pas. Mais dans le cas de monsieur, ce qui est très troublant et très émouvant, c'est que vous adoriez votre boulot. Vous mettiez ces heures supplémentaires au fait de votre passion, quoi. Mais finalement, Vincent, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de suicides que ce qu'il y a eu quand on entend ce genre d'histoire. Parce que... oui. Frédéric? Je trouve qu'il raconte très très bien. J'aimerais voir un film qui raconte aussi bien au cinéma ce que monsieur raconte. Merci de votre témoignage, en tous les cas. Merci à vous. Je vous souhaite d'aller mieux, évidemment. Merci beaucoup. Voilà, c'était Salut les Terriens, avec Frédéric Tadei pour Dardar, tome 2, aux éditions du Chêne. Et puis France 3 avec Ce Soir ou Jamais, Europe 1, Le Figaro Magazine, enfin, il est partout. Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, pour Sans Tabou, aux éditions La Martinière. Jacques Weber, pour Solnès le constructeur, au Théâtre Héberto. Vincent Hervouet, de TF1 LCI. Et Vincent Talaouit, pour Ils ont failli me tuer, aux éditions Flammarion. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions, groland.com. Et pour les abonnés, à 20h50, l'affaire Farwell avec Guillaume Canet et Emir Kusturica. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.